Les pitons traquent leur proie grâce à leur odorat extrêmement perfectionné. Ils goûtent l'air en donnant des petits coups de langue. Les oiseaux savent que leurs nids forment des cibles de choix pour les prédateurs. Ils sont souvent bruyants et ils sentent fort. Au sol, cette nichée de brèves criardes est particulièrement vulnérable. Leurs parents nourrissent leurs petits frénétiquement dans une course contre la montre, afin qu'ils puissent au plus vite atteindre leur indépendance et quitter le nid. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs petits soient en sécurité. Ils évacuent les déjections des oisillons dans des sacs fécaux hermétiquement fermés pour éviter que l'odeur n'attire l'attention sur le nid. Mais rien n'y fait. Les chances de survie sont minces. 4 oisillons sur 5 n'atteindront jamais l'âge adulte. Les oiseaux-lyres restent généralement près du sol. Ils ne sont pas très à l'aise en vol. Mais l'expérience a échaudé cette femelle qui a bâti son nid en hauteur, dans la canopée. Elle rapporte sa récolte de vers et d'insectes pour nourrir sa progéniture. La population d'oiseaux-lyres d'Albert est très réduite. Alors, pour la survie de l'espèce, chaque oisillon est précieux. Elle a fait ce voyage des centaines et des centaines de fois, et elle monte et remonte vers son appartement suspendu dans les airs, et ce, jusqu'à ce que son petit ait des ailes pour voler et le courage de sauter. Ces Cacatoès à huppe jaune sont des nouveaux venus dans la forêt. Ils fuient la sécheresse qui sévit à l'intérieur des terres. À la saison chaude, des systèmes dépressionnaires descendent des tropiques et déversent des pluies torrentielles. C'est dans les gouttes d'eau que nous découvrons pourquoi les forêts humides sont à la base de la vie sur notre planète. Nous savons depuis longtemps que les forêts tropicales agissent comme des faiseuses de pluie, sans savoir exactement ni pourquoi, ni comment. Pour qu'une goutte de pluie apparaisse, l'eau a besoin d'un noyau autour duquel elle peut prendre forme. Ce peut être une poussière de l'atmosphère ou une particule de soufre de l'océan. Mais une avancée scientifique a révélé que des gouttes de pluie peuvent se former autour d'un noyau de bactéries. Et que ces fameuses bactéries sont produites massivement par les forêts humides. Les plantes à grandes feuilles de ces forêts libèrent des milliards de tonnes de ces bactéries dans l'atmosphère. Ces microbes transportés par l'air ensemencent littéralement les nuages.
Et c'est ce processus d'ensemencement des nuages qui engendre une bonne part des pluies qui arrosent la Terre. Mais les forêts humides ne se contentent pas de nous fournir la pluie. L'énorme masse de vapeur transpirant de leurs myriades de feuilles crée un vaste rideau de nuages qui nous protège de son ombre et rafraîchit certaines des zones parmi les plus chaudes de la planète. Cette couverture nuageuse réfléchit aussi une part de la chaleur du Soleil et la renvoie dans l'espace. Sans elle, la vie sur Terre ne serait pas tenable. Les forêts humides travaillent de concert avec les courants océaniques et aériens. Ensemble, ils forment un vaste système global d'air conditionné. C'est le moyen que la nature a trouvé pour réguler les climats sur Terre. La pluie a sculpté la plupart des paysages terrestres. Des millions d'années de précipitations ont érodé cet ancien volcan, le grignotant sur la moitié de sa hauteur, creusant des centaines de torrents et de chutes d'eau. Ici, l'eau est partout. C'est la respiration vaporeuse de la forêt tropicale qui inhale l'oxyde de carbone et exhale de l'oxygène. Les arbres à fruits ont toujours besoin d'un moyen pour disséminer leurs graines. Les marsupiaux nocturnes, comme ce minuscule opossum pygmée, peuvent faire l'affaire. Mais c'est avec l'aide de créatures ailées que l'on peut réellement disperser loin ces graines. Tels ces carpophages à double huppe. Ainsi, les oiseaux prospèrent et les graines sont largement disséminées. La phasianelle brune se nourrit des baies de l'Omalonthus populifolius et ses petits lopes magnifiques picorent les figues sauvages. C'est grâce à tout cela que le cycle peut se perpétuer. Les oiseaux dispersent les graines et un nouvel arbre va grandir, qui va ensuite ensemencer les nuages, qui vont fabriquer la pluie, qui elle-même va rafraîchir le climat, ce qui fait que la vie continue. Ce treillis est l'œuvre du système de racines aériennes d'un figuier étrangleur. Pour disséminer ses graines, il dépend des oiseaux, mais d'une manière très particulière. Il n'a pas besoin que l'on jette ses graines dans le sol de la forêt, mais plutôt en l'air, dans les branches de l'arbre appelé à devenir l'hôte de sa progéniture. Les graines germent là-haut, à la lumière, avant d'envoyer vers le sol de longues racines aériennes. Ces racines vont finir par grossir et se fondre les unes dans les autres, formant de solides troncs qui étouffent leur hôte. L'arbre meurt étranglé et pourri sur pied, laissant son vainqueur désormais creux, pousser à sa place et lui survivre durant des siècles. C'est le printemps, et pour le tas légal de la Tâme, il est temps de rassembler des feuilles mortes pour bâtir une vraie petite montagne. D'une façon ou d'une autre, ces dindons ont compris qu'en se décomposant, les feuilles mortes produisent la chaleur idéale pour couver leurs œufs. Qu'une femelle s'aventure dans son petit coin de forêt, et le voilà dans tous ses états. Il se met à creuser à toute vitesse un nid pour la séduire. Il va même jusqu'à sonder la température avec son bec. Parfait. Ensuite, la femelle frétille de la queue pour lui signaler qu'elle est prête à s'accoupler. Ce qu'ils font sans plus de cérémonie.
Plus le monticule est impressionnant, plus ce Roméo à plumes attirera de femelles. Et de leur côté, celles-ci ne se montrent pas plus exigeantes. Elles vont visiter plusieurs nids tour à tour, et c'est ainsi que chaque monticule peut contenir plusieurs dizaines d'œufs. Les dindons des broussailles ont une nombreuse progéniture, et il le faut. Leurs œufs sont prisés par une foule d'amateurs, tel ce goanna affamé. Ou ce python, mais aussi puissant et menaçant qu'il puisse être. Il a peut-être trouvé son maître. Le dindon n'a pas droit à l'erreur. Il doit rester à distance respectueuse du serpent, mais être suffisamment prêt pour l'assaisonner copieusement. Tant d'efforts. Et pourtant, à peine les oisillons sont-ils sortis de l'œuf sains et saufs, que leurs parents s'en désintéressent totalement. Ces petites boules duveteuses vont devoir se débrouiller seules. Beaucoup n'y parviendront pas, mais il en restera suffisamment. Le sol de la forêt accueille aussi l'oiseau jardinier, le don Juan de la forêt ombrophile. Ce splendide jardinier prince régent ne vit que dans les forêts d'altitude. Le jardinier satiné, tout aussi somptueux, est plus largement répandu. Les mâles jardiniers cherchent à s'accoupler avec le plus de femelles possible. Ce jardinier prince régent parfume avec amour sa tonnelle avec des plantes aromatiques, afin de la rendre plus attrayante pour l'autre sexe. Puis il décore le sol en le tapissant de ses plus précieux trésors. Lorsqu'une femelle se présente à sa porte, il exécute pour elle une parade nuptiale frénétique. Il lui lance une œillade et lui offre des présents glanés dans la forêt. Après un tel numéro, comment résister? Et puis, il n'est pas du genre à jouer l'amoureux transi trop longtemps. Ce jardinier satiné est si méticuleux qu'il en devient maniaque. Il est obsédé par l'idée de peaufiner et de parfaire son chef-d'œuvre. Sa tonnelle n'est pas un nid. Ce serait plutôt une garçonnière destinée à charmer ses conquêtes. Le problème, pour ce perfectionniste satiné, c'est que parfois, lorsqu'il quitte son pied-à-terre pour chercher de quoi casser une graine ou décorer son intérieur, une femelle vient à passer. Il a raté sa chance. Donc, c'est reparti pour une parade et un chant nuptial.
Les jardiniers satinés adorent le bleu. Tout ce qu'ils peuvent ramasser de bleu a droit à une place de choix sous la tonnelle. Mais ces manières ostentatoires ont le don d'en énerver certains. Un autre mâle attend dans la coulisse. À la première occasion, il entreprend de saccager la tonnelle de son rival. Il n'est pas tranquille. À tout moment, le fier propriétaire des lieux peut le prendre sur le fait. Et s'il se fait surprendre, il risque de gros ennuis. Notre maniaque satiné est sur le chemin du retour. Dommage pour l'intrus. Ses splendides plumes bleues auraient fait sensation sous sa tonnelle. Néanmoins, pour bien marquer l'affront, le vandale emporte quelques brindilles pour sa propre tonnelle. Sa garçonnière en ruine, notre ami sait qu'il n'a plus aucune chance pour aujourd'hui. Il ne lui reste plus qu'à rebâtir son œuvre. Le jardinier est un véritable don Juan. Il refuse catégoriquement de prendre la moindre part dans l'éducation de ses petits. Tâche qui incombe à la femelle. À elle, la vie de mère célibataire avec une nichée de becs affamés à nourrir. Lui, il est bien trop occupé avec sa garçonnière pour l'aider à élever sa famille. Parmi ces milliers de nuances de vert, le rouge est la couleur qui ressort entre toutes dans cette forêt d'altitude. Mais le rouge n'est pas la seule couleur vive ici. Les forêts humides sont des refuges pour certaines plantes à fleurs parmi les plus anciennes du monde qui ont survécu et sont restées quasiment inchangées depuis plus de 100 millions d'années. Bien avant que l'Australie ne se libère de l'Antarctique. Les plages de l'Antarctique sont les véritables reliques d'un âge perdu où régnait un climat totalement différent. Leurs ancêtres fossiles ont été découverts pris dans la roche, sous la calotte glaciaire antarctique. Ces fleurs ont été emportées si loin du climat frais dont elles sont originaires, qu'elles sont aujourd'hui incapables de produire des graines, et elles ne survivent qu'en réutilisant encore et toujours leurs bonnes vieilles racines. Les forêts tropicales sont riches d'une extraordinaire biodiversité. Biodiversité primordiale pour la santé de notre planète. De tous les organismes vivants sur Terre, hormis les bactéries, ce sont les insectes qui ont rencontré le plus de succès. Il y a 3 fois plus d'espèces d'insectes que de toutes les autres espèces réunies. Et on ne cesse d'en découvrir de nouvelles. La physiologie de l'insecte est la mieux adaptée à la vie sur Terre. Et ils ont exploité à peu près toutes les niches écologiques disponibles. Sans eux, les forêts humides n'existeraient pas. Mais il arrive que les conditions favorisent de façon inattendue certaines espèces et que leur population explose. Tout comme ces pierrites du Caprier, ainsi nommées parce qu'elles passent leur cycle de vie tout entier sur cette plante. C'est dessus qu'elles se reproduisent. Et quand leur chenille éclose, elles dévorent avidement les feuilles du Caprier. Ensuite, elles se fixent sur une branche et entament leur merveilleuse métamorphose.
Enchâssé dans sa chrysalide, le corps de la chenille se dissout dans une soupe avant de se reconstituer miraculeusement en papillon. Et après tout cela, le caprier dévasté se débrouille pour repousser. Les insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes. Les fleurs leur signalent, avec leur couleur et leur parfum, que le nectar est servi. Et l'unique fonction du nectar est d'attirer les pollinisateurs. Donc, les plantes ont besoin des insectes. Mais les insectes ont eux aussi besoin des plantes. Toutes les espèces de plantes connues sont mangées par des insectes. Et les insectes servent de festin à des centaines de bouches affamées. Cette colonie de chauves-souris quitte sa grotte chaque nuit pour chasser les insectes volants. Les chauves-souris naviguent à travers l'entrelacs des branches et des lianes dans le noir total, en repérant leur proie par écolocalisation, grâce à leur ouïe extrêmement sophistiquée. À la tombée de la nuit, des milliers de renards volants commencent à s'agiter, prêts à décoller pour leur raid nocturne à la recherche de fruits et de nectar. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que la forêt humide dort pour autant. Les plantes entament leur cycle nocturne et continuent à produire de l'énergie en brûlant les sucres qu'elles ont synthétisés grâce à la lumière du jour. La nourriture est si abondante dans la forêt vierge qu'elle assure également la subsistance de toute une communauté de noctambules. Tout comme les opossums, il existe toute une batterie de timides marsupiaux aux noms plus délicieux les uns que les autres, tels que Antechinus, Macropus, Phascogal.